Ma mère a besoin de soins à vie, m'a annoncé mon mari, me mettant devant le fait accompli, avant d'installer ma belle-mère chez moi. Le jour même, j'ai alors fait venir ma propre mère. Fous le camp immédiatement avec ta mégère de mère, elle nous dérange, a-t-il hurlé. En réponse, je n'ai dit que 3 mots, et mon mari, tout comme ma belle-mère, en sont restés bouche bée. Avant de commencer, je vous invite à aimer cette vidéo, et à vous abonner à la chaîne. Élise se tenait près de la fenêtre panoramique de son bureau, admirant la ville illuminée par le soir. À 32 ans, elle possédait son propre cabinet d'architecture, ainsi qu'une magnifique maison dans un quartier huppé. Sa vie se déroulait exactement, et à tous points de vue, comme elle l'avait planifié. Cette maison, c'était son bébé. Chaque recoin avait été pensé, et repensé, dans les moindres détails. Des murs immaculés, de hauts plafonds, et une abondance de lumière naturelle. Tout y reflétait son caractère, précis, résolu, et dénué de toute sentimentalité inutile. Arthur devait rentrer du travail vers 20h, comme à son habitude. Cette année de mariage lui avait appris, avec le temps, à apprécier cette prévisibilité. Son mari travaillait dans une grande entreprise de construction, gagnait très bien sa vie, ne buvait pas, et ne la trompait pas. C'était le compagnon de vie idéal, du moins selon tous les critères qu'Élise avait un jour notés, dans un petit carnet, sous le titre « Exigence pour un futur mari ». Le bruit des clés dans la serrure l'obligea à lever les yeux, la détournant des plans d'un nouveau centre commercial. Arthur avait l'air contrarié, ce qui était tout à fait inhabituel, compte tenu de son tempérament d'ordinaire si calme. Ses cheveux étaient en bataille, sa cravate de travers, et il tenait à la main un sac de la pharmacie. « Élise, il faut qu'on parle, dit-il, sans même prendre la peine de dire bonsoir. » Que se passe-t-il ? Élise posa son crayon. « Tu as l'air de quelqu'un qui vient de voir le monde s'écrouler. » Arthur se dirigea vers le salon, et elle le suivit de près. Il se laissa tomber dans un fauteuil, puis se frotta le visage avec les mains, un geste qui trahissait une profonde nervosité. Élise s'assit en face de lui, croisant les jambes élégamment. Son intuition, affûtée par des années de travail face à des clients imprévisibles, lui soufflait « Prépare-toi aux ennuis. » Tu te souviens, je t'ai dit que maman se plaignait beaucoup de sa santé ces derniers temps, commença Arthur, en évitant soigneusement de croiser son regard. Claudine se plaint toujours de quelque chose, répondit Élise, d'un ton sec. Le mois dernier, c'était son cœur. Le mois d'avant, ses articulations. Et avant ça, sa tension. Qu'est-ce que c'est, cette fois-ci ? Non, cette fois, c'est vraiment sérieux. Je l'ai emmenée chez le médecin, et le docteur a dit. Arthur hésita, comme s'il cherchait ses mots avec difficulté. Bref, elle a besoin d'une surveillance constante. Élise sentit son estomac se nouer, brutalement. Elle connaissait Claudine suffisamment bien pour comprendre une chose, sa belle-mère faisait partie de ces femmes, très manipulatrices, qui utilisent la moindre occasion pour se rapprocher de leur fils. Et la maladie, dans ce cas précis, était un outil bien pratique. « Et qu'est-ce que tu proposes » demanda-t-elle, bien qu'elle devinât déjà la réponse. Arthur se leva, puis commença à faire les 100 pas dans la pièce. C'était là, encore une fois, un très mauvais signe. D'ordinaire, il prenait ses décisions rapidement, et avec clarté. Élise, essaie de comprendre. Maman a besoin de soins à vie, finit-il par lâcher. C'est ainsi que mon mari m'a mise devant le fait accompli, m'annonçant qu'il avait transféré sa mère chez nous. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant comme un coup de feu. Élise se leva lentement du canapé, sentant un frisson glacé lui parcourir l'échine. Comment ça, transféré ? Sa voix semblait calme, mais Arthur, qui partageait sa vie depuis 7 ans, aurait dû y percevoir des notes d'acier. Eh bien, je suis allé la chercher à son appartement aujourd'hui, marmonna-t-il. Elle est déjà là. Ici. Élise se tourna vivement vers l'escalier, qui menait au premier étage. Elle est actuellement dans notre maison, installée dans ton bureau, avoua Arthur. L'éclairage y est excellent, et c'est tout près de la salle de bain. Pour une personne malade, c'est un détail crucial. Le monde sembla vaciller,
un instant, autour d'Élise. Son bureau, c'était son sanctuaire, l'endroit où naissaient tous ses projets, et où elle pouvait se retrouver, seule, avec ses pensées. C'était un espace privé, où même Arthur n'entrait que sur invitation. Tu lui as donné mon bureau, sans même me demander mon avis, dit Élise d'une voix très basse, ce qui, pour ceux qui la connaissaient, était bien pire que des cris. Élise, elle est malade. Arthur tenta de prendre les mains de sa femme, mais elle se recula vivement. Elle a besoin de repos, et de silence. Quant à toi, tu peux très bien travailler dans le salon, ou bien. Ou bien où, l'interrompit Élise. Dans la cuisine, dans l'entrée? Ou peut-être dans le placard, tant qu'on y est. N'exagère pas, c'est temporaire. Temporaire pour combien de temps? Élise regardait son mari avec des yeux ronds, comme si elle le voyait pour la toute première fois. Une semaine, un mois? Arthur détourna les yeux, fuyant son regard. Le médecin a dit que son état pouvait se stabiliser, mais il pourrait aussi ne jamais se stabiliser, acheva Élise à sa place. Donc, si je résume, tu as amené ta mère vivre ici pour toujours, sans même juger utile d'en discuter avec moi auparavant. C'est ma mère, s'enflamma Arthur. Je ne pouvais pas la laisser seule, dans un état pareil. Et moi, je suis qui? Une voisine? Une simple locataire? Élise tourna les talons, et se dirigea d'un pas ferme vers l'escalier. Je veux voir quelle était cette urgence absolue, qui ne pouvait même pas attendre une seule journée. Au premier étage, la lumière de son bureau était allumée. Élise poussa la porte, puis se figea sur le seuil, stupéfaite. Son bureau de travail avait été poussé sans ménagement vers la fenêtre. À sa place exacte, trônait un lit. Et pas n'importe quel lit, un véritable lit médicalisé, avec des barrières de sécurité. Monté sur roulette, il avait visiblement coûté une fortune. Juste à côté, sur une table de chevet, étaient soigneusement alignés des médicaments, un verre d'eau, et une boîte de mouchoirs. Claudine était confortablement assise dans le fauteuil, celui-là même qui servait autrefois aux clients, et elle feuilletait un magazine. Elle avait l'air en pleine forme, les joues roses, les cheveux bien coiffés, et vêtue d'une robe de chambre flambant neuve, d'une belle couleur bordeaux. En apercevant sa belle-fille, elle s'éclaira d'un large sourire. « Ma petite Lisette, chérie !» Claudine posa son magazine, tendant les bras pour une étreinte. « Je suis tellement heureuse de te voir. Mon petit Arthur m'a tout raconté. Tu es vraiment une épouse si compréhensive. Ce n'est pas toutes les femmes qui accepteraient de prendre en charge une vieille femme malade. » Élise resta plantée dans l'encadrement de la porte, incapable de faire le moindre pas. Son regard balayait la pièce, enregistrant chaque modification avec effarement. Ses diplômes avaient été retirés du mur, puis empilés soigneusement sur le rebord de la fenêtre. Les étagères étaient désormais vidées de toute sa littérature professionnelle, et les livres gisaient, en piles désordonnées, à même le sol. En revanche, les étagères accueillaient maintenant une multitude de flacons, de sirops, et de boîtes de comprimés. « Où est passé mon ordinateur ?» demanda Élise, d'une voix glaciale. Arthur l'a descendu au rez-de-chaussée, pour qu'il ne me dérange pas pendant que je me repose, répondit Claudine, avec un naturel déconcertant. Tu sais bien comment ces machines bourdonnent. Pour une personne malade, le moindre bruit devient vite un supplice. Je vois. Élise se retourna vers Arthur, qui venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Et quand as-tu trouvé le temps d'organiser tout ce déménagement? Aujourd'hui, pendant que tu étais sur ton chantier, répondit-il, visiblement très mal à l'aise. Les gars de l'entreprise m'ont donné un coup de main pour porter les meubles lourds. Cela signifiait donc que, pendant qu'elle réglait des problèmes complexes avec ses entrepreneurs, une véritable opération militaire de confiscation de son espace personnel se déroulait chez elle. Et Arthur avait forcément planifié tout cela, sans doute depuis plusieurs jours. Et mon espace de travail, il se trouve où, dorénavant, s'enquit Élise, le ton sarcastique. J'avais pensé que tu pourrais travailler sur la table de la cuisine, pour le moment. Arthur esquissa un sourire qui se voulait apaisant. Ou bien dans le salon? Le canapé est très confortable, après tout.
Sur la table de la cuisine, répéta Élise, lentement, en détachant chaque syllabe. Faire des plans d'architecture sur une table de cuisine. Lisette, ne te tracasse pas pour si peu, intervint Claudine, d'une voix mielleuse. Je vais faire de mon mieux pour guérir vite, afin de te rendre ta chambre le plus rapidement possible. Il n'y avait pas la moindre trace de sarcasme dans sa voix, mais Élise y décela tout autre chose, une profonde satisfaction. Claudine avait l'allure d'un général d'armée, fier d'avoir conquis, avec succès, une position stratégique hautement importante. Je dois vérifier mes emails, dit Élise, avant de redescendre d'un pas lourd. Dans le salon, posé en équilibre sur la petite table basse, se trouvait effectivement son ordinateur portable. Juste à côté, gisaient des dossiers remplis de documents, qu'Arthur avait manifestement sortis du bureau à la hâte. Certaines feuilles étaient froissées, et un plan d'architecte portait même une vilaine tache de café. Élise ouvrit son ordinateur, puis fixa l'écran, sans vraiment le voir. Dans sa tête, les pensées se bousculaient, toutes plus angoissantes les unes que les autres. Connaissait-elle si mal l'homme qu'elle avait épousé ? 7 ans de vie commune, pour réaliser qu'il était capable de prendre des décisions d'une telle ampleur, en l'excluant totalement. Arthur descendit à son tour, et vint s'asseoir près d'elle sur le canapé. « Élise, je comprends tout à fait que tu sois contrariée. » Contrariée ? Élise pivota brusquement vers lui. « Arthur, tu viens d'installer sous notre toit une femme qui, ouvertement, ne m'apprécie guère. Tu lui as offert mon espace de travail sur un plateau d'argent, et tu as eu l'audace de m'en informer une fois le fait accompli. Et tu imagines, sérieusement, que je suis juste contrariée ? Maman n'a rien contre toi, protesta-t-il, mais sans grande conviction. Laisse-moi rire, ricana Élise. En 7 ans, Claudine ne m'a pas appelé une seule fois par mon prénom. C'est toujours Lisette, prononcée avec ce ton condescendant, comme si j'étais une idiote écervelée. Elle me demande régulièrement quand je vais enfin lui donner des petits-enfants, en prenant bien soin d'ajouter qu'à son époque, à 30 ans, on élevait déjà le 2e enfant. Elle appartient à une autre génération, tenta de la justifier Arthur, faiblement. Une génération qui estime, visiblement, que la femme de son fils a le devoir absolu de se soumettre à sa belle-mère. Élise referma brutalement son ordinateur portable. Arthur, je veux la vérité, maintenant. Qu'est-ce que le médecin a dit, exactement ? Il hésita un instant, ce qui, en soi, constituait déjà une réponse éloquente. Eh bien, les examens ont révélé quelques anomalies. Quelles anomalies ? Montre-moi le certificat médical. Quel certificat ? Le certificat médical officiel, celui qui atteste noir sur blanc que ta mère a besoin de soins constants, expliqua Élise, en s'efforçant de garder son calme. Sans ce document, je refuse de comprendre à quoi nous avons affaire. Arthur se frotta la nuque, un autre geste révélateur de son profond malaise. Un certificat ? Il n'y en a pas, pour l'instant. Le médecin m'a tout expliqué oralement. Quel médecin ? Quel est son nom ? Dans quelle clinique exerce-t-il ? Élise, tu n'es pas avocate, à ce que je sache. Pourquoi as-tu besoin de tous ces détails ? Parce qu'un nouveau locataire vient de s'installer chez moi, et que je suis, soi-disant, tenue de lui prodiguer des soins. Élise se leva du canapé, imposante. Et je veux savoir, avec précision, pour combien de temps, et ce qui est réellement exigé de moi. Elle se dirigea d'un pas ferme vers la cuisine, laissant Arthur seul sur le canapé, avec l'air pitoyable d'un homme acculé. Élise sortit une bouteille d'eau pétillante du réfrigérateur, et en but quelques gorgées, essayant désespérément de calmer les battements de son cœur. Elle avait grand besoin de réfléchir. Dehors, la nuit tombait doucement. En temps normal, à cette heure-ci, elle planifiait sa soirée, un bon dîner, le journal télévisé, et peut-être un film relaxant. Aujourd'hui, une 3e personne venait bouleverser, de fond en comble, leur quotidien. Et le plus douloureux dans tout cela, c'était qu'Arthur n'avait même pas daigné en discuter avec elle au préalable. Les 2 jours qui suivirent se transformèrent en un véritable chemin de croix.
Claudine se comportait comme la maîtresse de maison idéale, ravie d'avoir enfin l'opportunité de remettre de l'ordre dans le foyer de son fils. Elle se levait aux aurores, investissait la cuisine, et se mettait à préparer des petits déjeuners gargantuesques pour son cher Arthur. Des œufs au lard, des tartines beurrées recouvertes de pâté de campagne, et du café fort. Une nourriture lourde, dont Élise s'était déshabituée depuis des années, au profit d'un mode de vie sain. « Lisette, tu ne manges absolument rien », remarquait Claudine, avec une sollicitude feinte. Comment mon pauvre Arthur fait-il pour survivre avec un tel régime? Un homme fort a besoin d'une nourriture consistante. Élise sirotait son café noir, regardant son mari engloutir, avec un appétit féroce, les plats préparés par sa mère. Pendant 7 ans, il s'était pourtant très bien accommodé de ses petits déjeuners légers, un yaourt, quelques fruits frais, ou un bol de flocons d'avoine. À présent, il semblait avoir régressé en enfance. Mais le pire restait à venir, Claudine commençait à prendre sérieusement ses aises. Le premier jour, elle demanda à Arthur de rapprocher son lit de la fenêtre, prétextant un besoin de lumière. Le deuxième jour, il s'avéra qu'une télévision lui était indispensable dans sa chambre, soi-disant pour ne pas déranger le jeune couple dans le salon. Le soir même, un petit téléviseur faisait son apparition sur la commode de l'ancien bureau d'Élise. Élise essayait de travailler sur la table de la cuisine, mais la tâche relevait de l'impossible. Claudine faisait des allers-retours incessants, une fois pour chercher ses médicaments rangés dans le frigo, une autre pour se servir un verre d'eau, ou encore pour se préparer un thé. À chaque passage, elle s'excusait bruyamment, demandant si elle ne dérangeait pas trop. « Bien sûr que non », répondait Élise, en serrant les dents à s'en faire mal à la mâchoire. Le troisième jour, la coupe fut pleine. Élise rentra d'un rendez-vous client, pour découvrir que la table de la cuisine avait été recouverte d'une nappe épaisse, sur laquelle trônaient des bocaux de conserve maison. « Mon Arthur m'a demandé de sortir des cornichons », expliqua Claudine, d'un ton innocent. « J'ai apporté quelques bocaux de chez moi. Votre réfrigérateur est d'un vide affligeant. On n'y trouve que des yaourts aux noms imprononçables. » Élise rangea les bocaux sans prononcer un mot, plia la nappe avec soin, et sortit son ordinateur. Mais la concentration fuyait. Claudine avait allumé sa télévision avec le volume au maximum. Dans sa chambre, un talk-show diffusait les cris de personnes réglant leur compte devant la France entière. « Pourriez-vous baisser un peu le volume, s'il vous plaît » demanda Élise, après avoir grimpé l'escalier 4 à 4. « Oh, Lisette, pardonne-moi » s'exclama Claudine, simulant la frayeur. « J'avais complètement oublié que je deviens un peu dur de la feuille. Je baisse ça tout de suite. » Le son diminua, certes, mais de façon quasi imperceptible. Élise redescendit, essayant tant bien que mal de se focaliser sur ses plans. Une demi-heure plus tard, le volume était reparti à la hausse. Le soir venu, au retour d'Arthur, Élise tenta d'aborder le sujet. « J'ai besoin de récupérer mon espace de travail », déclara-t-elle, sans passer par 4 chemins. « Élise, sois patiente, endure encore un peu », répondit Arthur, sans même lever les yeux de son assiette. « Maman va prendre ses marques, et tout deviendra plus facile. » « Arthur, je suis incapable de travailler sur une table de cuisine. J'ai des clients exigeants, des projets complexes, et des délais stricts à respecter. »« Tu n'as qu'à louer un bureau extérieur, » suggéra-t-il, d'un ton détaché. « Ce n'est pas l'argent qui manque. » Élise dévisagea son mari, abasourdie. Louer un bureau, tout simplement parce que sa propre maison ne lui offrait plus la place de travailler. « Et toi, tu pourrais louer un appartement pour ta mère, » rétorqua-t-elle, du tac au tac. « L'argent ne manque pas non plus. » Arthur releva la tête, une étincelle d'agacement dans le regard. « C'est ma mère. Elle est malade, et il est hors de question que je la parque dans un appartement, toute seule, comme une étrangère. En revanche, moi, tu es prêt à m'expédier dans un bureau, comme une étrangère ? Ne dramatise pas la situation, ce n'est pas du tout la même chose. » Élise comprit que la discussion ne mènerait nulle part. Arthur refusait de voir le problème, et par conséquent, il n'avait aucune intention de le résoudre. Le 4e jour, une découverte bouleversa la donne.
Élise avait décidé de trier les documents qu'Arthur avait sortis à la hâte de son bureau. En parcourant les dossiers, elle tomba sur une enveloppe dont elle ignorait l'existence. À l'intérieur, se trouvaient des documents médicaux, provenant d'une clinique privée UP. C'étaient les résultats des examens de Claudine. Élise parcourut les bilans avec une attention soutenue. Analyse de sang complète, parfaitement normale. Électrocardiogramme, légères altérations dues à l'âge, sans gravité. Échographie des organes internes, aucune pathologie à signaler. Enfin, la conclusion du médecin généraliste était sans appel, patiente en excellente santé générale. Un simple suivi de routine, lié à l'âge, est recommandé. Aucune mention d'un besoin de soins constants, ni le moindre diagnostic alarmant. Un bilan de santé tout à fait classique, pour une femme de 63 ans. Élise relut les papiers à 2 reprises, pour s'assurer qu'elle n'avait rien manqué. Puis, elle sortit son téléphone et chercha le numéro de la clinique. Se faisant passer pour une proche parente, elle demanda à la secrétaire si le docteur Clément avait prescrit des examens complémentaires pour Madame Claudine. Non, pas du tout, répondit la jeune femme au bout du fil. Sa dernière visite remonte à 1 semaine. La patiente se porte à merveille. Aucune procédure supplémentaire n'est requise. Élise raccrocha lentement le combiné. Le puzzle prenait forme. Claudine avait bel et bien passé des examens médicaux, mais les résultats étaient aux antipodes de ce qu'Arthur lui avait raconté. Soit il n'avait pas lu les documents, soit il avait délibérément menti. Mais dans quel but ? La réponse s'imposa d'elle-même, en se remémorant les jérémiades récentes de sa belle-mère. Claudine se plaignait souvent de la solitude dans son appartement, du bruit des voisins, des pannes d'ascenseur, et des prix exorbitants de l'épicerie du coin. Alors que la maison de son fils, elle, était si spacieuse et paisible. Arthur rentra à la maison sur les coups de 18h30. Élise l'attendait de pied ferme dans le salon, les certificats médicaux étalés en évidence sur la table basse. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il, en se penchant pour déposer un baiser sur sa joue. « Très instructive », répondit Élise, en pointant les documents du doigt. « Assieds-toi, Arthur. Nous devons avoir une vraie discussion. » En reconnaissant les papiers, il devint livide. « Où as-tu trouvé ça ? » ?»« Dans les dossiers que tu as bazardés. » Élise saisit la conclusion du médecin. « Une lecture fascinante. Il s'avère que ta mère est en excellente santé. » Je cite le texte, mot pour mot. Arthur se laissa tomber dans le fauteuil, les yeux rivés sur les feuilles volantes. Le médecin a très bien pu se tromper. Ça suffit, Arthur. Élise posa les feuilles. J'ai appelé la clinique aujourd'hui. Le docteur Clément a été formel, ta mère ne souffre d'aucun problème grave. C'est un simple bilan gériatrique de routine, avec d'excellents résultats, qui plus est. Son mari garda le silence, fixant le plancher avec obstination. Ce qui signifie que tu étais parfaitement au courant, reprit Élise, d'une voix coupante. Tu savais pertinemment qu'elle n'était pas malade, mais tu l'as quand même installée ici. Pourquoi ? Elle m'a supplié, avoua Arthur, la voix brisée. Elle disait que la solitude lui pesait trop, qu'elle angoissait à l'idée de rester seule dans son appartement. Et je me suis dit. Tu t'es dit que je serais d'accord, c'est ça ? La colère bouillonnait dans les veines d'Élise. Ou alors, tu as simplement estimé que mon avis n'avait aucune importance ? Je pensais que tu ferais preuve de compréhension. Ce n'est que temporaire, après tout. Temporaire ? Élise bondit sur ses pieds, et se mit à arpenter le salon. Arthur, ta mère a déjà réaménagé la moitié de ma maison pour son confort personnel. Elle a ramené ses propres meubles, sa vaisselle, ses petites habitudes. Tout indique qu'elle compte s'installer ici pour de bon. C'est peut-être mieux ainsi, finalement, lâcha soudainement Arthur. La maison est vaste, il y a de la place pour tout le monde, et maman se sentira moins seule. Élise s'arrêta net, pétrifiée, et scruta le visage de son mari. Son ton avait changé du tout au tout. Il n'y avait plus la moindre trace de culpabilité, ni d'excuse, mais une assurance froide.
Comme s'il trouvait enfin le courage d'exprimer ce qu'il pensait depuis le début. Donc, tu avais tout prémédité, demanda-t-elle, d'une lenteur calculée. L'emménagement définitif de ta mère? Arthur ne prononça pas un mot, mais ce silence pesant valait toutes les confessions du monde. Élise se laissa retomber sur le canapé, ayant l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Ainsi, toute cette mascarade, la maladie soudaine, l'urgence vitale, les prétendus désagréments temporaires n'étaient qu'un stratagème pour imposer la présence de Claudine, sans avoir à solliciter son accord. Et maintenant que le tour était joué, il se permettait d'avouer ses véritables intentions. Arthur, commença-t-elle, d'une voix à peine audible. Prends-tu seulement conscience que tu viens de réduire à néant toute la confiance que je te portais? Élise, ne fais pas toute une montagne de... Je ne fais pas une montagne. Élise le foudroya du regard. Tu m'as menti, de bout en bout. Tu as introduit une personne chez moi par la ruse, tu m'as dépossédé de mon espace de travail, et tu as prétendu que c'était un sacrifice provisoire pour la santé de ta mère. Alors qu'en réalité, tu avais unilatéralement décidé de bouleverser notre existence, sans même daigner m'en informer. Arthur ouvrit la bouche pour répliquer, mais elle ne lui en laissa pas le loisir. Je sors prendre l'air. Profitant pour réfléchir sérieusement à cette question, qu'est-ce qui compte le plus à tes yeux, notre mariage, ou le confort douillet de ta mère? Elle attrapa ses clés de voiture, et claqua la porte derrière elle. Dehors, l'obscurité avait tout envahi, et la lumière des lampadaires se reflétait dans les flaques laissées par l'averse de l'après-midi. Élise s'installa au volant, sans pour autant démarrer le moteur. Le besoin de réfléchir, de faire le point, était vital. Élise roula sans but pendant près d'une heure à travers les rues de la ville, tentant de mettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, Arthur était toujours assis dans le salon, le regard vide, perdu dans le vide. Depuis la cuisine, des bruits de casseroles se faisaient entendre. Claudine s'affairait à la préparation du dîner. L'odeur tenace d'oignons rissolés et de viande grasse empestait la maison, comme pour marquer ostensiblement le territoire de la nouvelle maîtresse des lieux. Alors, à quelle conclusion es-tu arrivée? Demanda Élise, en prenant place face à son mari. Écoute, Élise, on pourrait peut-être faire un effort pour cohabiter, balbutia Arthur, manquant cruellement d'assurance. Maman fait vraiment de son mieux pour ne pas nous déranger. Arthur, ta mère a réquisitionné mon bureau, elle a remodelé toute la maison à son image, et, cerise sur le gâteau, elle n'est absolument pas malade. Les mots d'Élise tombaient, calmes et tranchants comme le coup près d'une guillotine. De quelle cohabitation oses-tu me parler? Mais voyons, la maison est suffisamment grande. C'est ma maison, trancha Élise, catégorique. Et c'est à moi, et à moi seule, que revient le droit de décider qui a le droit d'y vivre. Pas à toi. Arthur s'apprêtait à formuler une réponse, quand Claudine fit irruption depuis la cuisine, un plateau chargé entre les mains. À table, les enfants, le dîner est servi, chanta-t-elle, d'un ton faussement jovial. Mon petit Arthur, je t'ai préparé ton plat préféré, du foie de veau poêlé aux oignons. Élise contempla ce tableau de bonheur familial idyllique, et prit sa décision, irrévocable. Le jour même, j'ai alors fait venir ma propre mère. Le lendemain matin, profitant du départ d'Arthur pour le travail, et de la séance de télévision de Claudine dans son ancien bureau, Élise décrocha son téléphone pour appeler sa mère. « Maman, j'ai une grande faveur à te demander, » dit-elle, entrant dans le vif du sujet. Madame Valentine, une femme élégante d'une soixantaine d'années, dotée d'un esprit vif et d'un caractère farouchement indépendant, perçut immédiatement le ton grave. « Que t'arrive-t-il, ma chérie ? J'ai besoin que tu viennes t'installer à la maison pour quelque temps. Je t'expliquerai tous les détails de vive voix. Élise, je sais très bien que tu n'es pas du genre à demander de l'aide à la légère. Que se passe-t-il au juste? Maman, fais-moi confiance. C'est d'une importance capitale. Valentine arriva en milieu d'après-midi, munie d'une petite valise, le regard inquisiteur. À peine eut-elle franchi le seuil de la porte, qu'elle capta l'atmosphère lourde et électrique qui régnait dans la demeure. Cette maison,
qu'elle avait toujours connu comme le nid douillet de sa fille, empestait désormais la présence d'une étrangère. « Où est-ce que je vais dormir » s'enquit Valentine, en scrutant le hall d'entrée avec méfiance. « Dans la chambre d'amis » répondit Élise. « Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter notre invitée surprise. » Lorsque Claudine descendit l'escalier et aperçut cette femme inconnue, son visage se décomposa. « Arthur ne m'avait pas prévenu que nous attendions de la visite » grommela-t-elle, sans chercher à dissimuler son mécontentement. « Madame Claudine, je vous présente ma mère, Madame Valentine » déclara Élise, avec une politesse glaciale. « Maman, voici la mère d'Arthur. » Les deux femmes s'observèrent, se jaugeant de la tête aux pieds avec une intensité palpable. D'un côté, Claudine, forte, les joues rougies, engoncée dans sa robe de chambre. De l'autre, Valentine, svelte, à l'allure raffinée, vêtue d'un tailleur strict et élégant. « Enchantée » lâcha Valentine, d'un ton sec qui ne trompait personne. « J'espère que ma présence ne vous incommodera pas. »« M'incommoder pour quoi faire » répondit Claudine, sur la défensive. « Pour votre convalescence, bien évidemment » rétorqua la mère d'Élise, avec un aplomb remarquable. « Élise m'a informé que vous souffriez de graves problèmes de santé. » Claudine bredouilla quelques mots inintelligibles, visiblement prise de court et incapable de formuler une réponse cohérente. Le soir même, en rentrant du travail, Arthur fut accueilli par une scène surréaliste. Autour de la grande table de la salle à manger, 3 femmes étaient assises, sirotant leur thé dans un silence de cathédrale. L'atmosphère était d'une telle densité qu'on aurait pu la couper au couteau. « Madame Valentine » balbutia-t-il, totalement décontenancé. « Mais comment? Pourquoi? »« Bonjour, mon cher Arthur. » Valentine lui offrit un sourire poli, qui n'atteignait pas ses yeux. « Élise m'a gentiment invité à passer quelques jours avec vous. J'ose espérer que cela ne te dérange pas. » Arthur coula un regard affolé en direction de sa femme, mais celle-ci semblait soudain fascinée par le fond de sa tasse de thé. « Bien sûr que non, je n'y vois aucun inconvénient, » murmura-t-il, penaud. « C'est juste que... c'est une sacrée surprise. »« Ah ça, on peut dire que votre famille a le chic pour les surprises, » fit remarquer Valentine, avec malice. « Un jour, c'est une maman qui débarque à l'improviste, et le lendemain, c'est l'autre. » Claudine faillit s'étouffer avec sa gorgée de thé. « Je ne suis pas simplement venue en visite de courtoisie, » s'indigna-t-elle, rouge de colère. « Je suis une femme malade. »« Et de quoi souffrez-vous, précisément ?» questionna Valentine, avec un intérêt faussement professionnel. « J'ai exercé la profession d'infirmière pendant près de 30 ans. Peut-être pourrais-je vous apporter mon expertise ?» Claudine perdit à nouveau ses moyens. Inventer des maladies imaginaires face à une professionnelle de la santé s'avérait être un terrain extrêmement glissant. « C'est mon cœur qui me joue des tours », finit-elle par lâcher, la voix hésitante. « Suivez-vous un traitement particulier ?» Valentine désigna d'un mouvement de menton la table de chevet, visible depuis le palier, encombrée de médicaments. « Pourrais-je jeter un œil à vos ordonnances ?» « Pourquoi faire » s'alarma Claudine, la voix trahissant sa panique. « Par simple curiosité médicale. Vous savez, certains médicaments interagissent très mal entre eux. » Élise savourait chaque seconde de cet échange, avec une jubilation non dissimulée. Sa mère, experte pour déceler les mensonges à des kilomètres à la ronde, poussait méthodiquement Claudine dans ses retranchements, l'amenant doucement mais sûrement vers son propre démasquage. Les journées qui suivirent prirent des allures de véritable guerre psychologique. Les deux sexagénaires se livraient une lutte acharnée pour le contrôle du territoire, n'hésitant pas à dégainer des piques aussi subtiles que blessantes. Des potrons minaient, Claudine s'emparait de la cuisine, affairée à préparer les copieux déjeuners de son fils chéri. Valentine la talonnait de près, se préparant une simple infusion aux herbes, tout en glissant, l'air de rien. « Bonté divine, vous utilisez une quantité astronomique de beurre. À notre âge, c'est un véritable poison pour les artères, vous savez. » Mon petit Arthur a toujours été habitué à une alimentation normale, rétorquait Claudine, les dents serrées. « Normale, dites-vous ?
Valentine arquait un sourcil, d'un air circonspect. C'est une définition bien singulière pour décrire de la graisse animale frite. Arthur s'efforçait d'avaler son repas en faisant la sourde oreille, mais les cernes sous ses yeux trahissaient un épuisement grandissant. Élise, quant à elle, observait le manège, silencieuse et pensive. La situation confinait à l'absurde, mais elle n'en demeurait pas moins très instructive. Arthur expérimentait, enfin, ce que signifiait une cohabitation forcée, où l'on se retrouvait incapable d'avaler son petit déjeuner en paix, sous son propre toit. Au bout d'une semaine, le premier clash majeur éclata. Prenant l'initiative de faire le tri dans le réfrigérateur, Claudine avait jeté, sans vergogne, toutes les victuailles appartenant à Valentine. C'était complètement périmé, je vous assure, se justifia-t-elle, sans conviction. Toutes ces bizarreries, ces yaourts maigres. C'est un véritable poison pour la santé de mon pauvre Arthur. Madame Claudine, intervint Valentine, d'un ton glacial et posé. Vous avez délibérément jeté à la poubelle de la nourriture que j'ai acquise avec mes propres deniers. Dans le jargon juridique, cela porte un nom, le vol. Comment osez-vous m'insulter de la sorte, s'embrasa la belle-mère. Je vous signale que je suis la maîtresse de maison, ici. La maîtresse de maison ? Valentine l'observa avec un étonnement fin. Tiens donc. J'étais pourtant persuadée que la maîtresse des lieux n'était autre que ma fille. Arthur, qui rentrait tout juste du travail, assista à l'altercation. Il tenta, maladroitement, de jouer les casques bleus, mais son intervention manqua cruellement d'autorité. Maman, je t'en prie, calme-toi, ce n'est vraiment pas la peine de, commença-t-il, espérant apaiser sa mère. Pas la peine de quoi, explosa Claudine. Pas la peine de veiller sur ta santé, peut-être ? Tandis qu'elle pointa un doigt accusateur vers Valentine. Elle a débarqué ici sans crier gare, et elle se permet de me dicter ma conduite. Je suis ici à la demande expresse de ma fille, répondit Valentine, imperturbable, telle une statue de marbre. En revanche, la raison de votre présence prolongée en ces lieux reste, pour moi, un profond mystère. Arthur devint blême. La conversation s'aventurait sur un terrain miné. Dès le lendemain, un hasard providentiel mit Élise sur la route de Martine, une voisine âgée qui promenait son caniche. « Bonjour Lisette, comment allez-vous » s'enquit la vieille dame, toujours affable. Arthur m'avait confié, il y a de cela un bon mois, que sa maman venait s'installer chez vous. Vous avez dû prendre vos marques, depuis le temps ? Élise se pétrifia. Il y a un mois, dites-vous, répéta-t-elle, incrédule. Mais oui, tout à fait. C'était début juin, je l'ai croisé devant l'entrée de la résidence. Il rayonnait de joie. Il m'a dit, ma mère vient vivre avec nous d'ici peu. Je me suis même fait la réflexion, quel fils dévoué. Je vois, articula lentement Élise, accusant le coup. Je vous remercie, Martine. Le verdict était sans appel, Arthur orchestrait l'arrivée de sa mère depuis plus d'un mois. Toutes ses simagrées sur la prise de décision soudaine, l'urgence de la situation, l'impossibilité d'en débattre ensemble. Des mensonges, du début à la fin. Le soir, elle attendit de pied ferme que son mari s'installe dans le salon. Martine te passe le bonjour, lança Élise, d'emblée. Et elle te remercie chaleureusement de lui avoir annoncé l'emménagement de ta mère, avec un mois d'avance. Arthur se figea, ses clés de voiture pendant au bout de ses doigts. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté ? L'essentiel. Élise se dressa de toute sa hauteur. Arthur, tu as manigancé tout cela pendant plus d'un mois, n'est-ce pas ? Tu savais pertinemment que tu allais imposer la présence de ta mère, et tu t'es tue. Élise, je cherchais juste le bon moment pour te préparer. Me préparer ? Le rire d'Élise résonna, froid et dénué de toute gaieté. Tu voulais surtout me coincer, me mettre devant le fait accompli, pour m'ôter toute possibilité de refuser. D'abord, le mensonge éhonté sur sa santé déclinante, puis celui sur la soudaineté de la situation. Que as-tu d'autre à me cacher, au juste ? Arthur resta muet, son silence valant, une fois de plus, tous les aveux du monde. Pendant ce temps,
La guerre froide entre les deux mères franchissait un nouveau cap. Claudine entreprit de rallier Valentine à sa cause, en dénigrant copieusement sa belle-fille. Vous savez, chère Madame Valentine, susurrait-elle, sur le ton de la confidence, devant leur tasse de thé vespérale. J'ai la fâcheuse impression que votre Lisette n'a aucune disposition pour le rôle d'épouse. Elle délaisse l'entretien de la maison, elle ne cuisine jamais, et refuse obstinément de donner la vie. Mon pauvre Arthur en est meurtri. Fascinant, répliqua Valentine, le plus calmement du monde. Pour ma part, je considère qu'Élise incarne l'épouse idéale, elle est autonome, brillante professionnellement, et parfaitement indépendante. C'est exactement le modèle de la femme d'aujourd'hui. La femme d'aujourd'hui, s'esclaffa Claudine, méprisante. Et qui, je vous le demande, va garnir l'assiette de son mari? Qui va astiquer la maison? Et depuis quand un homme dans la force de l'âge a-t-il besoin de sa génitrice pour se nourrir, rétorqua Valentine, l'œil malicieux. Serait-il incapable de se servir de ses 10 doigts? Claudine sentit que le vent tournait en sa défaveur. Vous ne saisissez pas les enjeux. L'homme est fait pour ramener l'argent du foyer, et la femme, pour y cultiver la chaleur et le confort. Élise travaille d'arrache-pied, et ses revenus égalent, voire surpassent, ceux de votre fils, contesta fermement Valentine. Et l'atmosphère de cette maison était exquise, avant que... Elle laissa sa phrase en suspens, posant un regard lourd de sens sur Claudine. La tentative de subornation avait lamentablement échoué. Quelques jours plus tard, un événement majeur vint dissiper les dernières zones d'ombre. Un camion de déménagement se gara devant la propriété, et des manutentionnaires commencèrent à décharger du mobilier. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, s'enquit Élise auprès de son mari. Maman a liquidé le mobilier de son appartement, avoua Arthur, la voix traînante. Elle a jugé qu'elle se sentirait plus à son aise ici, entourée de ses propres affaires. Liquidé? Élise jeta un œil par la fenêtre. Arthur, a-t-elle également vendu son appartement? Le mutisme de son époux fut plus explicite que le plus long des discours. Elle l'a vendu, trancha Élise, catégorique. Et où est passé l'argent de la vente? Il est placé sur un compte bancaire, marmonna Arthur. De quelle somme parlons-nous, Arthur? 200 000 euros, souffla Théil, d'une voix à peine perceptible. Élise se laissa tomber sur le canapé, terrassée. Le tableau était désormais complet, éclairé d'une lumière crue. Claudine ne s'était pas contentée de s'incruster chez eux. Elle s'était débarrassée de son bien immobilier, empochant un pécule de près de 200 000 euros, tout en prévoyant de vivre au crochet de sa belle-fille, nourrie et logée à l'œil. Tu sais quoi, Arthur, déclara Élise, après un silence pesant. Appelle ta mère immédiatement. Nous devons avoir une explication, tous les trois. Claudine dévala l'escalier, l'air réjoui. Elle s'imaginait sans doute que sa belle-fille avait fini par capituler face à son occupation des lieux. Madame Claudine, amorça Élise, d'un ton solennel, j'ai appris la vente de votre appartement. Je vous adresse mes félicitations pour cette coquette somme. La belle-mère se raidit, instantanément sur ses gardes. Cet argent m'appartient, rétorqua-t-elle, prudente. Cela va de soi, sourit Élise, d'un sourire carnassier. Et disposant d'un capital de 200 000 euros, il vous sera très aisé de louer un appartement de standing, voire d'en acquérir un nouveau. Pour quelle obscure raison irais-je chercher un appartement, alors que j'ai la possibilité de résider chez mon fils bien-aimé, s'offusqua Claudine. Parce que cohabiter avec son fils est une chose, mais vivre à ses dépens en est une toute autre, asséna Élise. Surtout lorsque l'on possède un patrimoine aussi confortable. Le visage de Claudine vira au pourpre. Je ne vis pas au crochet de mon fils. Je suis une femme affaiblie par la maladie. Vos bilans de santé affirment catégoriquement le contraire, objecta Élise, sans élever la voix. Et dans la mesure où vous jouissez d'une santé de fer et d'une indépendance financière totale, sur quoi vous basez-vous pour squatter mon domicile? Mon petit Arthur, défends-moi, dis-lui quelque chose, implora Claudine, acculée. Arthur restait prostré, tel un animal pris au piège.
Élise, je t'en conjure, ne jette pas d'huile sur le feu. Au contraire, c'est indispensable, rétorqua Élise, d'un ton sans appel. Il est grand temps de mettre les points sur les i. Dès le lendemain matin, alors qu'Élise se préparait pour partir au cabinet, Arthur l'intercepta. Élise, il faut qu'on ait une discussion sérieuse. À quel propos? Élise enfilait ses escarpins. À propos de la maison. De ma mère. De notre couple. Très bien. Nous en reparlerons ce soir. Non, c'est maintenant que ça se passe. Le timbre d'Arthur avait pris une intonation autoritaire qu'Élise ne lui connaissait pas. J'ai pris ma décision. Elle se redressa, et le toisa du regard. Quelque chose, dans son attitude, sonnait faux. Et quelle est cette fameuse décision? Ma mère reste ici. Arthur articulait avec soin, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Je suis aussi chez moi, dans cette maison, et j'estime avoir le droit d'y héberger qui bon me semble. Chez toi? Élise répéta ces mots, lentement. Arthur, l'acte de propriété est à mon nom exclusif. J'ai financé cette maison avec mes propres économies. J'assume seul le paiement des impôts fonciers, et la totalité des charges d'entretien. Nous sommes liés par le mariage. Ce qui est à toi est à moi, par définition. Quel raisonnement fascinant! Élise ôta ses escarpins, puis prit place dans le fauteuil. Si je suis ta logique, le pécule de ta mère devient également notre propriété commune, n'est-ce pas? Arthur bafouilla. Ce n'est pas comparable. En quoi cela différerait-il? Élise fixait son mari, impitoyable. Si mon bien immobilier devient soudainement notre maison, alors son argent doit logiquement devenir notre argent. C'est implacable. Élise, cesse de jouer sur les mots. Je suis tout à fait sérieux. Ma mère s'installe ici pour de bon, et le sujet est clos. Et si je m'y oppose catégoriquement? Arthur marqua une pause, avant de prononcer la phrase qui allait sceller, à jamais, le destin de leur couple. Dans ce cas, tu n'as qu'à faire tes valises, ou demander le divorce. C'est à toi de voir. Élise l'observa avec une intensité telle qu'elle eut l'impression de le dévisager pour la toute première fois en 7 ans de vie commune. Tu as l'audace de me poser un ultimatum, alors que nous sommes sous mon propre toit? Je ne fais qu'énoncer les faits. Ma mère n'est pas responsable de ton égoïsme viscéral, ni de ton manque d'empathie envers les personnes malades. Malade? Élise éclata de rire. Arthur, nous avons épluché ces dossiers médicaux, ensemble. Ta mère respire la santé. Le corps médical n'est pas infaillible. Certes, mais les relevés de comptes bancaires, eux, le sont. Ta mère possède les fonds nécessaires pour se loger confortablement. Arthur se leva d'un bond, et se mit à faire les 100 pas. Tu sais quoi, Élise? J'en ai ma claque de tes caprices de princesse. Maman reste ici, un point c'est tout, ce n'est pas négociable. Et si tu n'es pas contente, alors... Il ravala la fin de sa phrase. Alors quoi, murmura Élise. Alors j'entamerai une procédure de divorce, et j'exigerai la part de la maison qui me revient de droit. Élise s'extirpa lentement de son fauteuil. Toutes les pièces du puzzle venaient enfin de s'emboîter à la perfection. L'emménagement forcé de Claudine, la vente furtive de son logement, les pressions pour modifier les titres de propriété. Tout cela participait d'une machination minutieusement orchestrée. Tout s'éclaire, déclara-t-elle, avec un flegme déconcertant. Et quelle est cette fameuse part que tu comptes réclamer? La moitié, cela va de soi. Nous sommes mari et femme. Et cette fameuse moitié ne finirait-elle pas, par le plus grand des hasards, entre les mains de ta chère mère? Arthur garda le silence, mais son absence de dénégation valait aveu. Laisse-moi te poser une dernière question, enchaîna Élise. Cette brillante suggestion, visant à octroyer des parts de ma maison à ta mère, doit-elle germer? De quelle suggestion parles-tu? Arthur tentait, maladroitement, de feindre l'ignorance. Ne joue pas les idiots avec moi.
Tu me pousses à céder une part de mon bien à Claudine, soi-disant pour assurer ses vieux jours, comme tu te plaisais à le dire, n'est-ce pas? Arthur se sentit pris au piège. C'est une démarche tout à fait standard, se défendit-il. Une personne d'un certain âge a besoin de se sentir en sécurité. En sécurité contre quoi? Élise l'étudiait avec la fascination d'un biologiste examinant une espèce animale inconnue. Ou plutôt, la garantie de pouvoir squatter ma maison jusqu'à la fin des temps. Élise, tu refuses de comprendre. Oh que si, je comprends. Et même parfaitement. Élise s'empara de son sac à main. Vous avez comploté, toi et ta mère, pour faire main basse sur ma maison. Dans un premier temps, vous l'infiltrez en prétextant une maladie imaginaire, ensuite. Vous me mettez sous pression pour lui céder des parts, et pour finir, vous passez par la case tribunal pour vous accaparer la majorité du bien. C'est un plan machiavélique, je l'admets. Tu délires complètement, s'emporta Arthur. Vraiment? Élise s'arrêta sur le pas de la porte. Alors, prouve-moi le contraire. Trouve-lui une location avec son propre argent. Qu'elle s'y installe, et qu'elle vienne nous rendre visite de temps à autre. Je n'ai aucune preuve à te fournir. Maman reste vivre ici. Et si ça te défrise, tu n'as qu'à dégager, vociféra Arthur, perdant tout contrôle. Un silence de mort s'abattit sur la maison. Même la télévision, dans la chambre de Claudine, s'était tue. Élise ouvrit la porte d'entrée, et jeta un ultime regard par-dessus son épaule. Tu as raison sur un point, Arthur. Cette situation me défrise profondément. Et je dois effectivement prendre une décision radicale. Elle quitta les lieux, abandonnant son mari en plein milieu du salon, le visage écarlate de fureur. Élise passa près de 2 heures dans sa voiture, ressassant les événements de la journée. À son retour, le rapport de force au sein du foyer avait radicalement basculé. Claudine ne jouait plus du tout à la convalescente effacée. Elle paradait désormais comme la maîtresse incontestée des lieux. Dans l'entrée, ses plantes en pot avaient colonisé l'espace. Dans la cuisine, ses torchons et ses maniques avaient remplacé ceux d'Élise. Le réfrigérateur disparaissait sous une multitude de magnets, arborant fièrement des photos d'Arthur enfant. La maison se muait, à vue d'œil, en une réplique exacte de l'ancien appartement de Claudine. Ah, te voilà enfin, Lisette, l'accueillit sa belle-mère, avec un enthousiasme surfait. Madame Valentine et moi prenions le thé, histoire de faire plus ample connaissance. Valentine trônait à table, le visage fermé comme une huître. À en juger par sa posture, les présentations ne s'étaient pas déroulées sous les meilleurs auspices. « Comment vas-tu, maman » demanda Élise. « J'apprends des choses fort intéressantes », répondit Valentine, d'un ton cassant. Madame Claudine m'exposait justement ses projets de réaménagement pour la maison. De réaménagement? Élise braqua son regard sur sa belle-mère. Oui, tout à fait, s'empressa de justifier Claudine, volubile. Je me suis dit qu'une nouvelle disposition des meubles dans le salon apporterait un peu de chaleur. Et puis, il faudrait absolument changer ces tapisseries blanches, ça donne un côté clinique, vous ne trouvez pas? Sans parler d'eux. Madame Claudine, l'interrompit Élise, sèchement. Vous n'êtes pas chez vous. Comment ça, pas chez moi, s'étonna la belle-mère, offensée. Mon petit Arthur m'a pourtant assuré que j'étais désormais résidente permanente. Arthur raconte beaucoup de sornettes, ces derniers temps, fit remarquer Élise. Mais la seule personne habilitée à prendre des décisions sous ce toit, c'est moi. Claudine fit une grimace de dégoût, comme si elle venait d'avaler une cuillerée de vinaigre. Vous voyez bien, Madame Valentine, prit-elle sa consoeur à témoin. Quel orgueil démesuré! Mariée à mon fils depuis 7 ans, et elle ne jure que par ma maison, mon toit. Est-ce une façon de se comporter? Et quelle serait la bonne façon, selon vous, interrogea Valentine, piquante. En bons termes familiaux, pardi. Ce qui appartient à l'homme appartient à la femme, et vice-versa. Fascinant, opina la mère d'Élise, d'un hochement de tête. Par conséquent, vos fameux 200 000 € sont également tombés dans l'escarcelle familiale.
Claudine manqua de s'étrangler avec son thé. De quels milliers d'euros parlez-vous? De la somme rondelette que vous avez tirée de la vente de votre bien, clarifia Valentine, sans se départir de son calme. Si, selon vos dires, tout est commun, ce capital doit logiquement profiter à la communauté. C'est un contexte totalement différent, s'insurgea Claudine. Il s'agit des économies de toute une vie. Et la maison d'Élise, elle, est-elle tombée du ciel, questionna perfidement Valentine. Élise écoutait l'échange, admirant secrètement la vivacité d'esprit de sa mère. En quelques répliques bien senties, elle avait magistralement acculé Claudine. Le soir, lorsqu'Arthur passa le pas de la porte, l'air était chargé d'électricité. Les trois femmes occupaient des pièces distinctes, s'appliquant avec un soin maniaque à s'ignorer copieusement. « Que se passe-t-il, encore » demanda-t-il à son épouse. « Ta chère mère s'attelle à la décoration intérieure » l'informa Élise. « Elle envisage de tapisser les murs, de bousculer le mobilier, et d'exposer ses portraits de famille. » « Et où est le mal ?» Arthur adopta instinctivement une posture défensive. « C'est légitime de vouloir se sentir chez soi. »« Arthur, cette maison est la mienne. Si elle ressent le besoin irrépressible de se sentir chez elle, elle n'a qu'à retourner d'où elle vient. »« Elle n'a plus de domicile, bon sang » explosa Arthur. « Elle s'est séparée de son appartement de son plein gré » rectifia Élise. « Personne ne lui a mis le couteau sous la gorge. »« Tu n'as pas de cœur » lâcha Arthur, avec une moue dégoûtée. « Tu es prête à jeter une vieille femme impotente à la rue. » « Impotente » Élise laissa échapper un profond soupir de lassitude. « Arthur, épargne-moi ce refrain. Ces bilans médicaux sont formels. La médecine a ses limites, mais l'instinct maternel ne trompe jamais. L'instinct maternel se manifeste par le sacrifice de la mère pour sa progéniture, souligna Valentine, qui venait d'apparaître dans l'embrasure de la porte. Et non par le sacrifice du foyer de l'enfant sur l'autel de l'égoïsme maternel. Arthur se tourna vers sa belle-mère, fulminant. « Madame Valentine, ceci ne vous regarde en rien. »« Oh que si, cela me regarde, » affirma-t-elle, d'un ton serein. « Il s'agit de la demeure de ma fille unique, et je m'oppose catégoriquement à ce qu'on y sème le chaos. » « Le chaos » Claudine jaillit de la cuisine, tel un diable de sa boîte. « Qui osez-vous accuser de semer le chaos ? » Vous-même, asséna Valentine, sans détour. Vous vous êtes introduite dans une maison qui n'est pas la vôtre, en feignant la maladie, vous avez spolié la propriétaire de son espace de travail, et maintenant, vous vous arrogez le droit d'y entreprendre des travaux de rénovation. Je ne suis pas chez des étrangers, s'égosilla Claudine. Je suis sous le toit de mon propre fils. Votre fils n'est pas le propriétaire des lieux, la contredit Valentine. La seule propriétaire, c'est ma fille. Propriétaire, mon œil, ricana Claudine. Si mon fils le décide, il lance une procédure de divorce demain matin, et il rafle la moitié de la baraque. Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Claudine réalisa, un dixième de seconde trop tard, la gravité de sa bévue. La moitié de la baraque, répéta Élise, avec une lenteur calculée. De quoi parlez-vous exactement ? Oh, de rien du tout, bafouilla la belle-mère, cherchant une échappatoire. Si, je vous en prie, développez, insista Élise, implacable. Arthur a vaguement fait allusion à ses soi-disant droits sur ma propriété. Claudine coula un regard terrifié en direction de son fils, mais ce dernier gardait les yeux obstinément rivés au sol. Eh bien, en cas de séparation, le patrimoine est soumis au régime du partage, bredouilla-t-elle, mal à l'aise. À parts égales, effectivement, compléta Élise. C'est ce que stipule le Code civil. Très bien. Et cette précieuse moitié ne vous serait-elle pas destinée, par le plus grand des hasards ? À moi ? Claudine feignit l'effarement le plus total. Mais pour quelle raison ? Parce qu'Arthur, en fils dévoué, se ferait un devoir de vous en faire don. Par pur amour filial. Élise, ça suffit les délires, s'interposa Arthur, blême. Il n'a jamais été question de donation. Vraiment ?
Élise plongea son regard dans celui de son mari, le scrutant jusqu'à l'âme. Dans ce cas, d'où provient cette exigence farfelue de céder des parts de ma maison à ta mère? Arthur balbutia, incapable de formuler une réponse. Claudine prit conscience que le navire sombrait corps et bien. Mon petit Arthur, il vaut peut-être mieux en rester là, tenta-t-elle, désespérée. En rester où, exactement, questionna Valentine, faussement naïve. Sur les révélations concernant votre petit complot? Quel complot? Claudine persista dans son rôle d'ingénue, de plus en plus mal à l'aise. Celui qui visait à faire main basse sur le patrimoine d'Élise, expliqua Valentine, limpide. Étape 1, l'infiltration sous couvert de maladies graves. Étape 2, l'exigence d'un transfert de propriété. Étape 3, l'appropriation de la moitié du bien à la faveur d'un divorce express. Ce sont des calomnies, hurla Claudine, hystérique. C'est la stricte vérité, trancha Élise, d'un calme olympien. Maman, ton analyse de leur plan est d'une exactitude troublante. Arthur comprit que toute dissimulation était désormais vaine. Et alors, quel est le problème, grogna-t-il, agressif. Ça fait 7 ans que je crèche ici, j'y ai injecté pas mal de fric. Quel fric, s'étonna Élise, haussant un sourcil. L'intégralité des factures, de l'énergie aux impôts en passant par les travaux, est débitée sur mon compte personnel. Ma seule présence est une contribution en soi. Loger gratuitement chez autrui n'est pas une contribution, c'est un privilège rare, rectifia Valentine, avec une pointe de mépris. La semaine suivante fut une véritable descente aux enfers. Claudine, ayant définitivement jeté le masque, se comportait comme la reine incontestée de la ruche. Elle chamboulait l'agencement du mobilier au gré de ses humeurs, réorganisait les placards de la cuisine, et alla jusqu'à accrocher une de ses broderies murales, portant la mention « Le bonheur est là où se trouve maman », en plein milieu du salon. Valentine, témoin silencieuse de ce carnage, livrait chaque soir à sa fille le récit détaillé des dernières frasques de la belle-mère. Aujourd'hui, elle a balancé tes pots de fleurs, lui rapporta-t-elle, lors d'un débriefing nocturne. Elle prétend que les orchidées sont des nids à ondes négatives. Et hier, elle a empaqueté l'ensemble de tes ouvrages dans des cartons, ajouta Valentine, le lendemain. Pour libérer des étagères et y exposer son propre service de table. Élise serrait les dents, mais sa patience s'érodait dangereusement, particulièrement lorsque Claudine annonça son intention de convier son cercle d'amis pour célébrer son anniversaire. Les festivités s'annoncent grandioses, s'enthousiasma-t-elle auprès d'Arthur, pendant le souper. J'ai invité une quinzaine de personnes, j'ai commandé une pièce montée, et même engagé un musicien. Quel genre de musicien, s'enquit Élise, glacial. Un accordéoniste, pardi, s'exclama Claudine, rayonnante. Nous allons reprendre en chœur les rengaines de notre jeunesse. Chez moi, précisa Élise, d'un ton tranchant. Chez nous, rectifia la belle-mère, insolente. C'est ici que je réside, à présent. Vous y résidez à titre provisoire, lui rafraîchit la mémoire Élise. Ça, l'avenir nous le dira, ricana Claudine, provocatrice. La soirée venue, Élise tenta une ultime discussion avec son mari. Arthur, ta génitrice organise une réception pour 15 convives dans mon salon. Cela ne t'interpelle pas, le moins du monde? Où est le mal? Arthur scrollait machinalement sur l'écran de son smartphone. Elle ne célèbre son anniversaire qu'une fois l'an. Souhaite-moi. Sans avoir daigné me consulter. Élise, ça suffit, à la fin. C'est de ma mère qu'il s'agit. Et il s'agit de Emma Maison, explosa Élise, la voix tremblante de fureur. Et je m'oppose catégoriquement à la tenue de la moindre sauterie ici. Fais un effort, pour une fois, cracha Arthur, sans même lever les yeux de son écran. Arrête de te comporter en grippe-sous. Le terme « grippe-sous » fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Élise arracha le téléphone des mains de son mari, et le projeta violemment contre le sol. Moi, une grippe-sous, hurla-t-elle, hors d'elle. J'offre le gîte et le couvert à ta mère, j'endure ses caprices de diva depuis des semaines, et c'est moi que l'on traite de grippe-sous.
Arthur ramassa son appareil, vérifiant avec angoisse l'état de l'écran. Tu n'es qu'une hystérique, siffla Théil, avec un profond dégoût. Et une égocentrique finie. Une égocentrique? Élise sentit le sang palpiter à ses tempes. C'est à moi que tu oses dire ça? Parfaitement. Arthur bondit du canapé. Tu es incapable de la moindre compassion envers une vieille femme malade. Malade? Élise éclata d'un rire nerveux et grinçant. Une vieille femme soi-disant malade, qui élabore des plans de rénovation immobilière dans une maison qui ne lui appartient pas. Ferme-la avec tes crises d'hystérie, aboya Arthur. Et toi, arrête tes mensonges pathétiques, hurla Élise en retour. Le vacarme alerta les deux mères. Valentine dévala les marches, le visage soucieux. Claudine lui emboîta le pas, l'air réjoui, savourant visiblement le fait que son fils remette enfin sa bru à sa place. Que se passe-t-il ici? Demanda Valentine, d'un ton sévère. Votre fille me mène la vie dure, gémit Claudine, s'attribuant le rôle de la victime. Tout lui déplaît. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Mais n'êtes-vous pas de simples invités, dans cette demeure, s'étonna Valentine, faussement candide. Je suis la mère du maître de maison, s'indigna Claudine. La maîtresse des lieux est ma fille, rétorqua Valentine. Votre fils n'est, tout au plus, que le conjoint de la propriétaire. Bientôt, il ne sera même plus son conjoint, cracha Claudine, avant de plaquer précipitamment ses mains sur sa bouche. Les trois autres la fixèrent, médusés. Pardon? Qu'avez-vous dit? Demanda Élise, d'une voix dangereusement basse. Oh, je n'ai rien dit, bredouilla Claudine, prise de panique. Si, je vous écoute. Répétez. Claudine comprit qu'elle s'était acculée toute seule dans une impasse. Eh bien, vu que la cohabitation est impossible, le divorce me semble être l'unique issue, déclara-t-elle, en s'efforçant de paraître détachée. Divorce à l'issue duquel Arthur mettrait la main sur la moitié de mon patrimoine, précisa Élise. C'est la loi qui le dit, après tout. Pour ensuite vous en faire l'heureuse donataire. Le mutisme de Claudine valait, à lui seul, les aveux les plus complets. Le tableau est limpide, conclut Élise. Arthur, toutes mes félicitations. Ta propre mère vient de dévoiler publiquement votre machination. De quelle machination tu parles? Arthur jouait, pitoyablement, la carte de l'incompréhension. Celle visant à me dépouiller de mon bien, explicita Élise. Une stratégie fort ingénieuse, je dois l'admettre. Tu relèves de la psychiatrie, fulmina Arthur. Non, je suis simplement ancré dans la réalité, contesta Élise. Et je suis parfaitement lucide sur ce qui se trame sous mon propre toit. Claudine, sentant le vent tourner, opta pour une contre-offensive désespérée. Ce qui se trame, s'immisça-t-elle, agressive. Ce qui se trame, c'est que je suis une femme souffrante, nécessitant du repos, et que votre mère empoisonne mon existence. Elle critique le moindre de mes faits et gestes, et m'épie sans relâche. Valentine s'assure simplement que vous ne fassiez pas main basse sur un bien qui ne vous appartient pas, asséna Élise, imperturbable. Qui ne m'appartient pas, s'étrangla Claudine. C'est la propriété de mon fils. Je vous le répète, votre fils n'a aucun droit de propriété ici, martela Valentine. Il en a tous les droits, hurla Claudine. Et si la présence de votre fille lui pèse, il n'a qu'à la répudier. Et si c'était votre présence qui lui pesait, suggéra Valentine, sarcastique. Je suis celle qui lui a donné la vie. Je ne peux en aucun cas être un fardeau pour lui. Oh que si, vous l'êtes, la contredit Valentine. Surtout lorsque vous vous acharnez à détruire son mariage. Arthur assistait à cette passe d'armes, le visage de plus en plus sombre, consumé par une rage sourde. Finalement, il laissa exploser sa colère. Ça suffit, rugit-il. Fous le camp immédiatement avec ta mégère de mère. Elle nous dérange. Un silence de plomb s'abattit sur le salon, lourd et menaçant comme un ciel d'orage. Valentine blêmit, accusant le coup. Élise fit volte-face vers son mari, avec une lenteur effrayante.
Qu'est-ce que tu viens de dire demanda-t-elle, d'une voix presque inaudible. J'ai dit, fous ta mère à la porte, répéta Arthur, totalement hors de contrôle. J'en ai plein le dos de ces leçons de morale à 2 balles. Qu'elle retourne d'où elle vient. Tu viens de traiter ma mère de mégère? La voix d'Élise était si basse que chacun dut tendre l'oreille pour la saisir. Oui, une mégère, confirma Arthur, hargneux. Une vieille mégère, qui ferait mieux de se mêler de ses affaires. Élise ancra son regard dans celui de son mari, un regard d'une intensité insoutenable. Cette année de mariage, balayée en un instant. Il avait osé insulter sa mère, la traitant de mégère, tout en exigeant d'elle qu'elle se soumette aux dictats de sa propre génitrice, laquelle se comportait en véritable despote dans une maison qui n'était pas la sienne. En réponse, je n'ai dit que 3 mots, et mon mari, tout comme ma belle-mère, en sont restés bouche bée. Foutez le camp, prononça Élise, d'une voix calme, claire et posée. Arthur et Claudine la dévisagèrent, la bouche entr'ouverte, stupéfaits. Quoi, balbutia Arthur, ne saisissant pas la portée de ces mots. Foutez le camp, tous les 2, répéta Élise. Hors de chez moi. Et sur le champ. Tu as complètement perdu la tête, ma parole, s'insurgea Arthur, retrouvant ses esprits. Je suis ton mari. Tu l'étais, corrigea Élise, en s'emparant de son téléphone. Dès demain matin, je lance la procédure de divorce. Élise, ne prends pas de décision à chaud. Je suis parfaitement lucide. Je t'ai offert 100 occasions de rectifier le tir. Tu as délibérément choisi le camp de ta mère. Libre à vous de vivre sous le même toit, mais ce ne sera certainement pas sous le mien. Claudine prit enfin la mesure de la catastrophe. La situation lui échappait totalement. Lisette, ma chérie, ne sois pas si extrême, commença-t-elle, d'un ton mielleux et suppliant. Fermez-la, trancha Élise, le visage impassible, dénué de toute émotion. Vous avez obtenu exactement ce que vous cherchiez. À présent, prenez la porte, tous les 2. Mais où veux-tu qu'on aille, à cette heure-ci, demanda Arthur, désemparé. Cela m'est totalement égal, rétorqua Élise. Allez à l'hôtel, chez des amis, ou prenez une location. Avec ces 200 000 €, votre mère a l'embarras du choix. Mais cette maison est aussi la mienne, tenta de s'imposer Arthur, dans un dernier sursaut de fierté. Non, affirma Élise, implacable. C'est ma maison, la mienne, en mon nom propre. Et je ne veux plus jamais voir vos visages ici. Valentine observait la scène, murée dans le silence. Dans ses yeux brillait une immense fierté, l'admiration d'une mère pour sa fille. Tu vas le payer très cher, la menaça Arthur, fou de rage. Je vais te traîner en justice, et je récupérerai la moitié de cette baraque. Je vous en prie, essayez donc, répondit Élise, avec un flegme déconcertant. J'ai acquis ce bien immobilier avec mes fonds propres, bien avant notre union. Je détiens l'intégralité des actes notariés. Le simple fait que vous ayez résidé ici ne vous octroie aucun droit de propriété. Comment osez-vous dire qu'il n'a aucun droit, s'offusqua Claudine. Il a vécu ici pendant cette longue année. Il y a vécu aux frais de la princesse, lui rappela Élise, cinglante. Nourri, logé, blanchi. À compter d'aujourd'hui, il devra subvenir lui-même à ses besoins. Arthur comprit que toute tentative de bluff était vouée à l'échec. Élise, forte de sa formation juridique, maîtrisait les textes de loi sur le bout des doigts. Très bien, cracha-t-il, la haine déformant ses traits. Mais nous ne partirons pas sans nos affaires. Embarquez vos effets personnels, je n'y vois aucun inconvénient, concéda Élise. En revanche, je vous ordonne de faire disparaître ce lit d'hôpital, ce téléviseur, et tout le capharnaüm de votre mère, dans les plus brefs délais. Les 2 heures qui suivirent furent consacrées au déménagement. Arthur balançait ses vêtements dans des valises, le visage fermé et sombre comme la nuit. Claudine, quant à elle, se répandait en jérémiades, tentant d'emporter un maximum de babioles. « Lisette, es-tu sûre de vouloir te montrer aussi inflexible ?» pleurnichait-elle. « Nous formons une famille, après tout. »
Nous formions une famille, nuance, corrigea Élise. Jusqu'à ce que vous complotiez pour me voler ma maison. Nous n'avons jamais rien voulu te voler. Vraiment? Élise fixa sa belle-mère, d'un regard perçant. Et vos manigances pour m'extorquer des parts de propriété, c'était une illusion d'optique, peut-être? Claudine baissa les yeux, mutique. Sur les coups de 22 heures, Arthur et sa mère franchirent définitivement le seuil de la porte. Valentine prêta main forte à sa fille pour expulser le lit médicalisé, et le reste des possessions de Claudine, sur le trottoir. « Comment te sens-tu, ma grande » lui demanda-t-elle, une fois la porte refermée sur les indésirables. « C'est une sensation étrange » confessa Élise, en toute franchise. « C'est un mélange de tristesse et d'un immense soulagement. » C'est tout à fait normal, l'apaisa Valentine. On ne tire pas un trait sur cette année de vie commune sans en garder quelques ecchymoses. Le lendemain matin, Élise tint promesse et déposa officiellement sa requête en divorce. Arthur multiplia les appels désespérés, mais elle ignora consciencieusement chacune de ses tentatives. Claudine la bombardait de messages larmoyants, qu'Élise supprimait sans même les ouvrir. Une semaine plus tard, le bouche-à-oreille fit son œuvre, elle apprit qu'Arthur et sa mère avaient fini par louer un T3, moyennant la coquette somme de 1 500 € par mois. Élise fit un rapide calcul mental, et un sourire ironique étira ses lèvres. À ce tarif-là, les 200 000 € de la vente seraient siphonnés en l'espace d'une décennie. La procédure de divorce se déroula sans la moindre anicroche. Arthur essaya, dans un élan de désespoir, de revendiquer une part de la maison, mais son propre avocat doucha rapidement ses illusions, sa requête n'avait aucune chance d'aboutir. Élise avait fait l'acquisition de la demeure avant leur mariage, avec ses fonds personnels, et il n'y avait eu aucun apport conjoint dans ce patrimoine. Un mois après le prononcé du divorce, Valentine réintégra son propre appartement. « Tu es certaine de pouvoir t'en sortir seule, s'enquiert-elle, inquiète pour sa fille. »« Parfaitement certaine, » l'assura Élise, pleine d'aplomb. « Je me sens d'ailleurs beaucoup mieux, livrée à moi-même. » Et c'était la stricte vérité. La maison avait recouvré sa quiétude et son atmosphère réconfortante. Élise avait réinvesti son bureau, disposé le mobilier selon son propre goût, et raccroché fièrement ses diplômes au mur. La vie reprenait doucement, mais sûrement, son cours normal. 6 mois plus tard, le hasard l'a mis en présence d'une ancienne voisine de Claudine. « Vous savez, la santé de votre ex-belle-mère s'est considérablement dégradée » lui confia la femme, d'un ton de commère. Son fils, Arthur, a dû se résoudre à la placer dans un EHPAD. Il prétendait ne plus pouvoir assumer sa charge au quotidien. En maison de retraite, s'étonna Élise. Tout à fait. Et figurez-vous que son pécule a fondu comme neige au soleil. Le loyer de leur appartement était exorbitant, et pour couronner le tout, Arthur a perdu son emploi. Les mauvaises langues disent qu'il a sombré dans l'alcool. Élise n'éprouva ni pitié, ni satisfaction malsaine. Elle ne fit que dresser un constat clinique, ces personnes récoltaient la tempête qu'elles avaient semée. L'année suivante marqua un tournant heureux dans sa vie amoureuse, elle fit la connaissance de Damien, un confrère architecte, originaire d'une ville voisine. Cet homme, d'un naturel posé et profondément indépendant, possédait lui aussi sa propre demeure, et affichait un respect scrupuleux pour l'espace personnel d'autrui. « J'ai une mère, moi aussi », l'avertit-il, lors d'une de leurs premières discussions intimes. « Elle possède son propre logement, et nous nous voyons généralement le week-end. Est-ce que cette configuration te convient ? » « C'est parfait », lui sourit Élise, rassurée. Leur idylle débuta en douceur, sans précipitation, ni déclaration fracassante. Damien ne s'imposait jamais pour la nuit sans y avoir été convié, il n'éparpillait pas ses affaires chez elle, et ne tentait en aucune façon de bouleverser ses routines bien ancrées. 2 ans plus tard, il sauta le pas. « J'aimerais que nous nous marions », lui déclara-t-il, avec une touchante simplicité. « Mais à une condition, chacun conserve son propre domicile. Fonder une famille n'implique pas, de facto, de vivre sous le même toit. » Élise accepta sa proposition avec joie. Les noces furent célébrées en petit comité, entourées de leurs proches les plus chers. Valentine rayonnait de bonheur.
Tu as enfin mis le grappin sur un homme digne de ce nom, murmura-t-elle à l'oreille de sa fille. Et Damien était, indiscutablement, un homme digne de ce nom. Il ne cherchait pas à façonner Élise à son image, ne lui imposait aucune exigence déraisonnable, et ne débarquait jamais chez elle avec des membres de sa famille sans crier gare. Ils se voyaient quotidiennement, mais la nuit venue, chacun regagnait ses propres pénates. Il jouissait ainsi d'un espace vital inviolable, préservé de toute intrusion. Il arrivait parfois à Élise de songer à la tournure qu'aurait prise son existence si, 7 ans plus tôt, elle avait ployé l'échine face à Arthur, et toléré l'installation de Claudine. Fort probablement, elle végéterait aujourd'hui dans une location exiguë, tandis que sa somptueuse maison serait passée aux mains de son ex-belle-mère. Mais elle avait refusé de courber l'échine. Elle avait lutté, bec et ongles, pour préserver son droit inaliénable à mener sa propre vie. Et aujourd'hui, elle baignait dans un bonheur profond, une vie paisible, sereine, à l'abri des drames et des bouleversements imprévus. Elle ne recroisa la route d'Arthur qu'à une seule occasion, 3 ans après la prononciation du divorce. Il travaillait désormais pour une modeste entreprise de BTP. Il avait accusé un sérieux coup de vieux, et exhalait une tenace odeur de tabac froid, mêlée à de l'eau de Cologne bon marché. Élise, l'interpella-t-il en pleine rue. « Comment vas-tu ? » « Je vais très bien, » répondit-elle, courtoise. « Et toi ? » Ça va, mentit-il, avec un sourire de façade. « Je vis dans un studio, maintenant. Ma mère a été placée en maison de retraite. » « Je vois. Tu ne t'es pas remariée ? » ?»« Si, je me suis remariée, » le corrigea Élise. « Il y a 2 ans de cela. » Arthur opina du chef, le regard fuyant. « Eh bien. Bonne chance pour la suite. » « À toi de même. » Leurs chemins se séparèrent définitivement, et Élise ne le revit plus jamais. 5 années supplémentaires s'écoulèrent paisiblement. Élise et Damien perpétuaient leur mode de vie, chacun dans sa demeure, des rencontres quasi quotidiennes, des voyages en duo, mais toujours dans le respect absolu de leurs frontières personnelles. Cette formule correspondait, à tous points de vue, à leurs attentes respectives. Valentine, à l'aube de ses 70 printemps, affichait une vitalité et une jeunesse insolente pour son âge. Elle n'eut jamais l'occasion de pouponner. Élise avait fait le choix délibéré de ne pas enfanter. C'était, à ses yeux, un pari trop risqué, une responsabilité trop écrasante. Son mode de vie actuel lui offrait la stabilité et la tranquillité auxquelles elle aspirait. « Tu n'as pas de regrets concernant la maternité ?» la sonda un jour sa mère. « Aucun, » avoua Élise, en toute sincérité. « Ma carrière me passionne, j'ai ma propre maison, et un mari formidable. C'est amplement suffisant pour mon épanouissement. » Et si Damien, de son côté, exprimait le désir d'être père ? Il n'en exprimera pas le désir. Nous avons mis les choses au clair bien avant notre mariage. Il n'a, lui non plus, aucune envie de bouleverser un équilibre de vie qui lui convient parfaitement. Et c'était la stricte vérité. Tout comme Élise, Damien plaçait la stabilité et la prévisibilité de leur quotidien bien au-dessus des montagnes russes émotionnelles et des chamboulements existentiels. Il n'était pas rare qu'Élise reçoive, dans son cabinet, des familles ou de jeunes couples avec enfants, nourrissant le projet de faire bâtir la maison de leurs rêves. En étudiant leurs esquisses et en écoutant leurs doléances, elle ne manquait jamais de réaliser à quel point il était complexe, pour ne pas dire utopique, de concilier des besoins si disparates sous un seul et même toit. Chaque individu requiert son propre espace, son propre territoire, et ses propres règles de vie. Lorsque tout cet écosystème s'enchevêtre, les frictions deviennent inévitables. Son propre foyer, à l'inverse, fonctionnait sur un tout autre paradigme. Tolérance zéro pour les compromis douteux, refus catégorique des concessions unilatérales, et rejet de toute cohabitation forcée avec des éléments perturbateurs. À chacun sa place, à chacun son périmètre de sécurité. Sa maison demeurait, plus que jamais, sa forteresse imprenable. Des cloisons d'immaculées, un ameublement épuré, et un ordre quasi militaire. Un bureau dédié, où aucune âme qui vive ne venait entraver ses réflexions et sa créativité. Une cuisine où elle mitonnait,
exclusivement, les plats dont elle avait envie. Une chambre à coucher, sanctuaire de ses nuits en solitaire, épargnée par les ronflements intempestifs. Lorsque Damien lui rendait visite, ils partageaient un repas, visionnaient un bon film, et discutaient passionnément de leurs projets architecturaux. Puis, il regagnait ses pénates, laissant Élise seule avec ses pensées et ses ambitions. Mais, tu ne t'ennuies jamais, au fond, s'enquit un jour une de ses amies proches. Non, jamais, la rassura Élise. Je me sens parfaitement bien ainsi. C'est tout de même très éloigné des standards de la vie conjugale. Et qu'est-ce que la norme, je te le demande, ironisa Élise. Subir les ronflements d'un époux, ramasser ses chaussettes sales aux quatre coins de la maison, et supporter une belle-mère qui s'érige en donneuse de leçons? Merci bien, j'ai déjà donné. L'ami garda le silence, piqué au vif. Son propre mariage traversait de fortes turbulences, un mari qui s'adonnait à la boisson le week-end, une belle-mère aux critiques acerbes, et des enfants ingérables. Tu as peut-être trouvé la bonne formule, finalement, soupira-t-elle, pensive. Élise, effectivement, avait trouvé la bonne formule. Elle avait tracé sa propre route, et n'éprouvait pas la moindre once de regret. Oublier, les psychodrames, les disputes stériles, et les vaines tentatives de façonner l'autre à son image. Sa vie s'écoulait comme un long fleuve tranquille, rythmé, où chaque aube nouvelle lui apportait la satisfaction du devoir accompli, et la joie de côtoyer des personnes choisies. Elle n'eut plus jamais de nouvelles directes de Claudine. De temps à autre, des échos lui parvenaient par le biais de connaissances communes, la rumeur voulait que son ex-belle-mère ait rendu l'âme dans son EHPAD, ou bien qu'elle ait été transférée dans un autre établissement spécialisé. Élise ne cherchait pas à en savoir davantage. Ce chapitre de son existence était clos, à double tour. À l'aube de la quarantaine, elle s'était imposée comme l'une des architectes les plus en vue de l'agglomération. Ses réalisations étaient couronnées de prix prestigieux, et les clients se bousculaient au portillon. Sa maison, au-delà de la satisfaction morale qu'elle lui procurait, était devenue le socle inébranlable de son indépendance financière. Tu t'es forgé une véritable carapace, on dirait la dame de fer, lui fit remarquer Damien, lors d'une de leurs soirées en tête-à-tête. Une carapace? Élise arqua un sourcil, amusée. Disons plutôt que j'ai appris à ne plus gaspiller mon énergie pour des broutilles. Et tu ne ressens aucun remords, concernant ton passé? Il n'y a pas lieu d'avoir des remords. Les erreurs du passé m'ont enseigné la valeur inestimable de l'instant présent. Et c'était la plus pure des vérités. Élise ne regrettait rien, ni son divorce fracassant avec Arthur, ni l'éviction brutale de Claudine, ni son choix délibéré de ne pas devenir mère. Le puzzle de sa vie s'était assemblé exactement comme elle l'avait dessiné, affranchi des obligations pesantes, préservé des relations toxiques, et libéré de ce besoin maladif de satisfaire les attentes d'autrui. Chaque matin, elle ouvrait les yeux dans ses propres draps, entre ses propres murs, entourée des objets qu'elle chérissait. Nul n'exigeait d'elle qu'elle prépare le petit déjeuner, nul ne critiquait sa garde-robe, nul ne s'arrogeait le droit de dicter sa conduite. Et c'était là l'essence même du bonheur, un bonheur discret, serein, dénué d'artifices spectaculaires, mais solide, aussi solide que les fondations de sa propre maison. Parfois, son esprit s'égarait en pensant à toutes ces femmes, prisonnières de leur quotidien, qui manquaient cruellement d'audace pour prononcer un simple « non ». Celles qui n'avaient pas la force de caractère nécessaire pour faire primer leurs propres intérêts sur les lubies d'autrui. Elles serraient les dents, faisaient des concessions, acceptaient des compromis douteux, pour finir par s'étonner de voir leur vie leur filer entre les doigts. Élise, pour sa part, avait refusé de serrer les dents. Elle n'avait fait aucune concession, ni accepté aucun compromis susceptible de fissurer son intégrité intérieure, et le résultat final parlait de lui-même. À 42 ans, elle irradiait d'un bonheur absolu et sans nuage, loin des regrets stériles et des injonctions sociétales. Elle menait sa barque comme elle l'entendait, avec conviction, et interdisait formellement à quiconque de lui dicter la marche à suivre.